Voilà. Alors, la négo, c'est aussi un autre point fort, mais qui est quand même, c'est très complexe parce que le droit de la négociation collective, bon, c'est pas simple et ça ne nous concerne pas au quotidien. Parce que d'abord, vous avez assez peu de clients qui négocient des accords d'entreprise, mais bon, il y a quand même des règles. Il y a des règles intéressantes, il y a des règles à portée assez importantes quand même. Alors, la loi modifie la durée des accords à durée déterminée, les règles de publicité des accords, ça on va passer très vite, les règles de validité, c'est important, c'est les accords majoritaires, la négociation d'un accord en l'absence de délégué syndical, et ça on reviendra aussi sur la loi Rebsamen, révision, dénonciation des accords, outre-mer, je ne pense pas que ça vous passionne, et la loi annonce la restructuration des branches dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, il y a des accords d'entreprise ou de branche qui sont conclus à durée déterminée. Théoriquement, quand c'est à durée déterminée, à la fin, ça devrait s'arrêter. Eh bien non, sous l'empire du droit antérieur, un accord à durée déterminée, quand il arrivait à l'expiration, il continuait de s'appliquer. Donc c'était un peu étrange. Donc là, la loi a changé la donne en disant, eh bien, quand il est arrivé à expiration, eh bien, il expire, point final, ce qui me semble de bon ton. Et un accord à durée déterminée, sa durée est maximum de 5 ans. Publicité des accords. Je pense que, bon, vous savez que ce n'est pas toujours très simple de trouver les accords de branche. On a les Gifrance pour ça. Mais les accords d'entreprise, ils ne sont pas répertoriés. Il y aura une banque nationale pour publier tous ces accords, mais les parties pourront demander à ce que ce ne soit pas publié, les accords d'entreprise. Donc, à mon avis, bon, ça c'est censé entrer en vigueur au 1er septembre 2017. Validité des accords d'entreprise. Avant, un accord était valide s'il était signé par des syndicats, ce qu'on appelle des organisations syndicales représentatives, qui est représenté au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections. D'accord ? 30%, donc ce n'est pas majoritaire. Et à condition qu'il n'y ait pas de droit d'opposition. Donc, comme c'était signé que par 30%, eh bien, ceux qui avaient recueilli la majorité des suffrages pouvaient exercer un droit d'opposition. Maintenant, la règle est plus simple, mais beaucoup plus contraignante pour que l'accord soit valable, c'est les fameux 50%. Un accord est valable s'il est signé par des syndicats qui représentent 50% des suffrages exprimés au premier tour. C'est pour ça que quand je dis on peut faire en théorie beaucoup de choses par accord d'entreprise, oui, mais à condition de pouvoir négocier cet accord. Hein, parce que les syndicats qui représentent 50% des suffrages, ils ne sont quand même pas légion. Et on me met quand même quelque chose pour atténuer ce principe, on me parle du fameux référendum. Bon, vous êtes tous en région parisienne, puisqu'on est ici, donc vous avez tous entendu parler du travail du dimanche et du fameux référendum pour le travail du dimanche. Pourquoi ? Parce que il y a eu des grands magasins, dans des grands magasins parisiens, les syndicats majoritaires n'ont pas voulu signer d'accord sur le travail le dimanche. Donc, pour pallier cela, pour trouver une issue de secours, il a été prévu qu'on pouvait organiser un référendum, mais ce n'était pas entré dans les textes, ce n'était pas mis dans le Code du travail. Donc maintenant, c'est mis dans le Code du travail. Si je n'ai pas un accord majoritaire, donc je n'ai pas mes 50%, des organisations syndicales qui représentent au moins 30% des suffrages exprimés peuvent demander que l'accord soit validé par les salariés à la majorité. Ça a été fait véritablement pour permettre à certains grands magasins parisiens notamment de donner la possibilité de travailler le dimanche. Des syndicats majoritaires, donc je n'ai pas un accord majoritaire, donc si ceux qui représentent au moins 30% des suffrages le demandent, on fera un référendum. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'employeur qui peut demander le référendum. D'accord ? C'est à la main du syndicat. Donc ce n'est pas la porte ouverte à n'importe quoi, comme on a pu l'entendre dire aussi. Alors, les dates d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur la validité des accords d'entreprise. En matière de durée du travail, c'est 1er janvier 2017. Bon, les accords de préservation de l'emploi, on en parlera juste un mot, c'est pour la mission de l'expert comptable 2016, et les autres accords, c'est 2019. Au niveau de la représentativité des syndicats, c'est la représentativité au niveau national ou au niveau de l'entreprise? Non, c'est au niveau de l'entreprise. Ouais, c'est au niveau de l'entreprise. Alors qu'avant, c'était au niveau... Oui, mais c'était déjà, c'est la loi Rebsamen déjà l'année dernière qui avait changé ça. Ouais. Ça a bien changé. Absolument, c'est récent.
Et d'ailleurs, la représentativité au niveau national, d'ailleurs, ça va être mesuré très bientôt, là, au mois de novembre de mémoire. Alors, on va refaire le point parce qu'on voit qu'il y a quelques règles qui ont été modifiées à la marge sur la négociation dans les entreprises qui n'ont pas de délégué syndical. Plutôt que de juste exprimer ces modifications, je me suis dit, je vais en profiter pour vous faire le point sur la façon dont on négocie quand on n'a pas de délégué syndical, parce que ça a été changé par la loi Rebsamen et c'est quand même assez complexe. Et bon, ça a été un petit peu modifié, donc maintenant je vous ai fait le récap sur ce slide. Bon, déjà, les délégués syndicaux, en principe, c'est à partir de 50 salariés. Mais il y a beaucoup d'entreprises de plus de 50 qui n'en ont pas, mais il y a aussi quelques entreprises de moins de 50 qui en ont. Donc, on dit toujours c'est à partir de 50, c'est approximatif. Deux cas de figure. Soit j'ai des élus du personnel. Les élus du personnel, c'est qui? C'est le comité d'entreprise et les délégués du personnel. Alors, le seuil des CE, c'est 50. 11, c'est les DP. Donc, très souvent, je me situerais plutôt dans une entreprise qui n'a que des délégués du personnel, mais ça peut être aussi un CE. Deux possibilités. Je peux négocier avec des élus qui sont mandatés par un syndicat représentatif. Et dans ces cas-là, cet accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Deuxième cas, mes élus ne sont pas mandatés par un syndicat représentatif. Là, je ne peux pas vous faire tout le détail, hein, c'est la loi Rebsamen qui a expliqué comment on faisait mandater un élu par les syndicats représentatifs. Il y a un courrier qui doit être fait, etc. Et si mes élus ne sont pas mandatés par un syndicat, je négocie avec eux. Je transmets l'accord à la commission paritaire et c'est là que la loi travail a simplifié les choses. On n'exige plus une approbation par la commission paritaire. Parce qu'avant, dans ce cas-là, ils exigeaient une validation par la commission paritaire. C'était quand même problématique parce que dans des branches, il n'y en a pas de commission paritaire. Ou alors dans d'autres branches, il y en a, mais comme elle ne statue, elle se réunit que tous les mois, elle n'a pas le temps, donc elle ne pouvait pas statuer sur ces accords. Donc finalement, on ne pouvait rien faire parce que la commission paritaire ne se décidait pas. Si je n'ai pas d'élu du personnel, eh bien, on peut toujours négocier avec des salariés mandatés par un syndicat représentatif et après, l'accord doit être approuvé par les salariés à la majorité. Et là, on élargit le champ de la négociation dans la loi travail parce qu'avant, on ne pouvait négocier que sur un certain type d'accord. Maintenant, c'est tout le champ de la négociation collective. Donc, il y a quand même des possibilités pour négocier quand on n'a pas de délégués syndicaux. Quand on regarde le tableau, on se dit finalement le plus simple si on veut négocier, c'est le deuxième pavé rose, hein, le pavé de droite, parce qu'en fait, il n'y a pas de référendum à organiser en entreprise. Il y a très peu de choses à faire. Il suffit d'avoir un élu du personnel. Et cet élu, bon, il faut respecter d'abord la procédure en amont. Il y a des courriers qui doivent partir au syndicat. Mais s'il n'est pas mandaté par un syndicat, eh bien, on signe avec lui. Ça vaut accord d'entreprise sans autre formalité. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui est devenu plus simple. Alors, révision des accords collectifs, je ne vous en parlerai pas parce que la révision des accords collectifs, c'est principalement au niveau des branches ou dans les grosses entreprises. Avant, c'était extrêmement complexe de réviser un accord. Réviser, ça veut dire quand un accord existe et qu'on veut le modifier, eh bien, il fallait avoir les mêmes signataires que ceux qui étaient là à l'origine. Parfois, ce n'était pas tout à fait évident. Donc, voilà, c'était mission impossible. Dénonciation et mise en cause des accords collectifs, on simplifie les règles et on supprime la notion d'avantage individuel acquis. Alors ça, la dénonciation de l'accord collectif, ce n'est pas quelque chose que vous gérez au quotidien non plus, mais la mise en cause des accords collectifs, c'est quelque chose que vous connaissez en revanche. Parce que quand vous avez une entreprise qui fusionne avec une autre, hein, j'ai A et B, A à la convention collective A, B à la convention collective B. Les deux fusionnent. On va chercher la convention collective qui va s'appliquer. D'accord? Il n'y en a qu'une qui va... Hein, compte tenu de l'activité réelle, enfin voilà, principale, etc. Admettons que ce soit, c'est repris par B, admettons que ce soit la convention collective B qui prédomine. Eh bien, je ne sais pas si vous connaissiez les règles, mais il y avait des règles d'adaptation. Oui, vous l'avez à peu près tous vécu ce cas-là, parce que c'est quand même assez fréquent. Donc, les salariés qui venaient de A vont être intégrés à B. Pendant 12 mois, plus un délai de préavis de 3 mois, on leur appliquait et leurs anciens accords d'entreprise, la convention collective de A, mais aussi celle de B, puisqu'ils relèvent de B.
Et au terme des 12 mois plus 3 mois de préavis, il restait seulement les avantages individuels acquis. Vous avez à peu près tous géré ça dans des cas de fusion d'entreprises où c'était les mêmes règles quand une entreprise change d'activité au fil du temps et du coup la convention collective qu'elle appliquait cesse d'être la bonne et elle passe sous l'empire d'une autre convention collective. Donc ces règles sont complètement modifiées. Donc il y a toujours cette période de latence de 15 mois pendant laquelle on peut négocier un accord. Alors il y a deux types d'accords selon le profil, mais à condition qu'on ait des syndicats, donc je ne vous détaillerai pas cela, c'est assez compliqué. Et au terme des 15 mois, c'est-à-dire le délai de survie de l'ancien accord pendant 12 mois, plus le délai de préavis qui est généralement de 3 mois, avant il y avait le maintien des avantages individuels acquis, maintenant ceci saute. Il n'y a plus le maintien des avantages individuels acquis. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir supprimer les primes, etc.? Non. Je vais prendre un exemple, je vous disais A est repris par B, la convention c'est B. D'accord? Admettons que chez A, il y ait eu une prime d'ancienneté dans la convention A. Dans la convention B, il n'y a pas de prime d'ancienneté, mais il y a une prime de vacances. Donc, quand A est repris par B, on va dire 1er janvier pour faire simple, pendant 15 mois, c'est-à-dire toute l'année civile, plus janvier, février et mars, les salariés de A continuent d'avoir leur prime d'ancienneté, puisqu'on leur applique l'accord de A. Est-ce qu'ils bénéficient depuis le 1er janvier de la prime de vacances? Oui, puisqu'ils sont aussi sous l'empire de la convention B. D'accord? Donc, au terme des 15 mois, donc N plus 1 en mars, il reste les avantages individuels acquis. Donc, la prime d'ancienneté, c'est un avantage individuel acquis, ça reste, mais elle est gelée. Elle ne progressera plus. D'accord? Bon, donc, c'est ce qu'on gérait. Maintenant, on me dit qu'il n'y a plus d'avantages individuels acquis. C'est quoi la portée de ça? La portée de ça, elle est relativement simple. C'est-à-dire, alors, il n'y a plus d'avantages individuels acquis, mais on va maintenir, colonne de droite après, donc, on va maintenir une rémunération au moins égale à celle des 12 derniers mois. C'est la rémunération à prendre en compte et celle soumise à cotisation. Donc, tout ce qui est versé en contrepartie ou à l'occasion du travail, incluant les avantages en nature, les primes et tout ce que vous voulez, à l'exception de l'intéressement et des stock options. La règle est plus simple, pourquoi? Parce que la définition des avantages individuels acquis était vraiment, on se demandait ce qu'il y avait dedans. Certes, tout ce qui était salaire, on savait que c'était un avantage individuel acquis. Mais par exemple, la structure de la rémunération, on me disait que c'était un avantage individuel acquis. La Cour de cassation, dans le cas que je vous citais là, je garde ma prime d'ancienneté, avait refusé à l'employeur d'intégrer la prime d'ancienneté dans le salaire de base pour simplifier, parce que du coup, chez B, on se retrouvait avec des salariés avec une vieille prime d'ancienneté gelée, les autres n'en avaient pas, ça fait difficile à expliquer. Il disait non, la structure de la rémunération, c'est un avantage individuel acquis. C'est un peu bizarre. Et puis, il y avait eu d'autres arrêts, notamment un de 2006, qui disait un jour supplémentaire de congé est un avantage individuel acquis. C'était une convention collective qui indiquait que quand un jour de repos et un jour férié coïncident, vous devez bénéficier d'un jour de congé supplémentaire. Théoriquement, tout ce qui relève de l'organisation du temps de travail, c'est collectif et c'est un avantage collectif et pas individuel. Bon. Là, par exemple, avec les nouvelles règles, ce truc du jour de repos, ça n'aura pas lieu d'exister. Mais en revanche, on ne va pas diminuer les salaires. On ne va pas dire, tout ce que vous aviez avant chez A, c'est supprimé. Non, vous le gardez. Pour moi, la question est de savoir si, justement, ces primes et tout, on pourra les intégrer au salaire. Je pense que oui, mais je pense que ça se fera par avenant. Parce que dès qu'on touche au salaire, ça se fait par avenant. Même pour augmenter le salaire, théoriquement, il faut faire un avenant au contrat de travail. Chose qu'on ne fait jamais, mais moi, j'ai eu le cas une fois. Ça m'est arrivé qu'une fois, mais les consultants, ils l'ont eu, nous, 2 fois, des salariés qui refusaient des augmentations de salaire, eh bien, ils sont en droit de refuser, parce qu'on touche au salaire. Dès lors que vous touchez au salaire, dans le code, ce n'est pas dit que ça soit mieux ou moins bien, on a le droit de refuser. Juste une petite chose pour voir Ouais. si j'ai bien compris. Ça veut dire qu'à l'issue des 3 mois, Plus 12, ouais. 15 mois et 12 mois, si j'avais un 12 plus 3, au bout des 15 mois, oui, c'est ça, au bout des 15 mois. Plus 12 mois, on maintient. Non, mais pourquoi plus 12? Non, 15, c'est tout. Pas 12 plus 15. Là, il est noté, au terme des 15 mois, Oui. maintien d'une rémunération au moins égale
à celle des 12 derniers mois. Oui, d'accord. Sans limitation de temps. Hein. Quoi, sans limite? Non, mais c'est la base, c'est tout. Ma rémunération annuelle, c'est-à-dire que j'ai des primes, etc. J'ai différentes primes dans ma convention A, j'ai différentes primes. Donc, je vais prendre une période de référence de 12 mois pour calculer ma rémunération. C'est ça qui est maintenu. C'est pas si j'ai pas 12 mois plus 15 mois avec le maintien. C'est la base de référence, c'est l'assiette, les 12 mois. D'accord, donc ça veut dire que si jamais Ma prime dans... moins, il est maintenu. Bien sûr. Oui, oui, c'est ça que ça veut dire. Simplement, on ne se creusera pas la tête pour savoir si le jour de congé, parfois il y a des conventions collectives, les cadres ont plus de jours de congé que d'autres, etc. Toutes ces choses-là qui, en principe, auraient dû être collectives, mais parfois il y avait des hésitations, eh bien, c'est plutôt plus simple. Au final, ça ne change pas énormément de choses, si ce n'est que c'est quand même un symbole. Voilà. Alors, la restructuration des branches, je vous l'ai annoncé tout à l'heure. L'objectif, 200 branches dans un délai de 3 ans. Ils auront 5 ans, les branches auront 5 ans pour harmoniser leurs accords. Alors là, toutes les règles sur la dénonciation des accords, là, elles vont être importantes hein, quand même. Ça va être, c'est le chantier des années à venir. Hein. Mais ils auront 5 ans pour harmoniser leurs accords. Ils ont commencé, hein, par exemple, dans le papier carton, je ne sais pas, je crois qu'il y a 6 conventions collectives dans le papier carton. Il y a production, il y a fabrication, il y a distribution, et puis à chaque fois, vous avez cadre ou non cadre. Donc, bon. La portée des nouvelles dispositions, ça va être plus dur de conclure des accords, ça c'est clair, puisqu'il faut une majorité. La négo est facilitée dans les TPE qui n'ont pas de délégués syndicaux, je pense que vous l'avez vu, et très clairement avec des élus. Les modalités de révision et de dénonciation des accords collectifs sont simplifiées. Je ne vous ai pas parlé de la révision, mais c'était quasiment impossible de réviser l'accord, donc c'était plus simple de le dénoncer, ce qui était quand même un contresens. Quand vous avez quelque chose, soit vous le modifiez, que vous voulez bouger quelque chose, vous aviez le choix entre le modifier ou le dénoncer. En fait, les règles pour le modifier étaient tellement lourdes que les entreprises dénonçaient leurs accords, qui étaient quand même assez contre-productifs pour les salariés. Et évidemment, le grand chantier pour demain, ce sera la baisse du nombre d'accords de branche. Et là, il y aura vraiment une simplification du bulletin de paye, parce que tout ce qui est sorti récemment sur la simplification du bulletin de paye, c'est vraiment pas une simple, c'est à peu près n'importe quoi.